This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. Our public schools are a place where all kids feel like they belong. My children. My family. My community. All students. All students. All students belong in a great public school. Let's get ready for back to school at nea.org/backtoschool. Salut à toutes, salut à tous. 20e étape de la Vuelta. C'est aujourd'hui que tout se décide, que l'on saura si Joao Almeida est capable d'aller récupérer 44 secondes à Jonas Vingegaard. Mais il y a aussi d'autres combats intéressants. La lutte pour la 3e place entre Thomas Pidcock et Jay Hindley. La lutte pour le top 5 entre Giulio Pesari, Mathieu Riccitello et Félix Gall. Et puis la lutte pour le maillot à pois aussi aujourd'hui. Jevan qui devra essayer de prendre l'échappée s'il veut défendre son maillot à pois. Mais Jevan, il ferait aussi bien de rester dans le groupe et dans le peloton pour aider son leader Joao Almeida. Parce que là, il aura besoin du soutien de tout le monde s'il veut parvenir à renverser le collectif de la Visma et Jonas Vingegaard. Et pour ça, il aura 165 km pour le faire et 5 ascensions. Les deux premières sont faciles. L'Alto de la Escondida et le Puerto de la Paradilla ne sont que des cols de 3e catégorie. Ça sera l'occasion d'entrer. C'est dans les tout premiers kilomètres pour l'échappée de se former. Ensuite, on aura l'Alto del León, un col de 2e catégorie au kilomètre 60. Mais c'est surtout à partir du Puerto de Navacerrada. Et c'est 7 km à environ 8% de moyenne. Et puis surtout, la fin à la Bola del Mundo. Une ascension terrible de 13 km à plus de 9% de moyenne. Et puis les 3 derniers kilomètres qui sont carrément à 12% de moyenne. Autrement dit, en vérité, 40 secondes, ça peut se reprendre facilement sur ce genre de terrain. Encore faut-il avoir un adversaire un petit peu moins fort que Jonas Vingegaard. Mais voilà, il y aura match aujourd'hui. Et si Almeida il veut avoir une chance, il va falloir qu'il vraiment donne tout, que son équipe soit là avec lui pour réussir un tel exploit. C'est aujourd'hui que tout se décide. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Alors là, on a la pré-course la plus longue de l'histoire. Il y a eu d'abord un petit accrochage entre Elia Viviani, Michael Bjerg et Leandro Lozou qui sont un petit peu tombés et qui sont repartis. Il y a eu ensuite un problème mécanique pour Matthias Passens de la Bahrain Victorieuse. Et là, désormais, c'est Jente Biermans, encore une fois, qui a un problème de vélo et qui doit changer. Et du coup, on va encore l'attendre. Et on est parti depuis au moins 3-4 km sur la route. Je commence à me demander si on va pas... il y a 14 km avant le sommet de la première difficulté du jour, l'Alto de la Escondida. Mais il ne faudrait pas que ça dure plus longtemps ou limite, on va passer ce sommet en mode course neutralisée, là, avec la voiture du directeur de course qui bloque les coureurs. Et ça, c'est bien sûr pas très bon pour les échappés parce qu'ils auraient pu profiter de ces premiers kilomètres un petit peu en montée pour commencer peut-être à attaquer et à prendre les distances avec le peloton. Ils ne peuvent pas parce que la course n'est toujours pas lancée. Allez, les coureurs qui sont enfin libérés. On est passé depuis au moins 5 km. Depuis le kilomètre 0, mais ça y est, ils vont pouvoir partir. Une attaque directe, bien sûr. Coureur de la Decathlon AG2R qui est le premier à tenter de lancer, mais plein de monde qui suit. Et on est immédiatement au final dans cet Alto de la Escondida, 9 km d'ascension à 4% de moyenne, puisque toute la partie avant qui amenait à ce col a été mangée là par les différents problèmes tactiques et qu'on a passé en mode neutralisé. Mais désormais, ça y est, les fauves sont lâchés. Mais pour l'instant, les tentatives d'échapper qui ne marchent pas, le peloton qui suit, parce qu'il y a encore du monde qui va vouloir être à l'avant aujourd'hui. L'Ineos Grenadier qui semble être l'équipe la plus motivée pour mettre du monde dans l'échappée parce qu'on a Filippo Ganna qui a attaqué, il a été suivi par Bernal puis par Kwiatkowski et là maintenant c'est Langelotti qui est là. On a 4 coureurs de l'Ineos Grenadier qui sont dans un gros groupe qui est sorti et qui est à l'avant. Il y a des petits groupes en poursuite, un groupe de 4-5 derrière, un autre groupe de 4 et le peloton qui roule et qui est mené immédiatement par la Team Emirates. C'est la Team Emirates qui doit prendre les choses en main parce que pour la Visma Is The Bike, ça les arrange plutôt de laisser une échappée aller au bout, tout simplement parce que ça évitera à Almeida, par exemple, de prendre de potentielles bonifications à l'arrivée. L'écart est tellement faible que ça pourrait avoir son importance. Du coup, c'est pas la Visma Is The Bike qui va gérer ça ou qui va aller tenter de durcir la course du tout. C'est à la Team Emirates et c'est ce qu'elle fait en prenant la tête du peloton. Mais là, attention, il y a un groupe de moins 30 coureurs qui est parti.
Groupe qui est important et qui devrait un petit peu se réduire et exploser avant le sommet de cette première difficulté. Et un groupe toujours très important finalement au sommet de cette difficulté, c'est Jack Egg, le coureur de la Bahrain Victorious, qui passe en tête devant Maury Van Sevenant et Santiago Buitrago. Mais on a moins 30, peut-être même 40 coureurs dans ce groupe de tête, qui n'a toujours qu'une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton. Et on va enchaîner directement avec une nouvelle difficulté, cette fois-ci le Puerto de la Paradilla, nouvelle col de 3e catégorie. On n'a pas encore la liste complète, mais on voit des coureurs comme Mikel Landa, comme Mats Pedersen, comme Giulio Ciccone, Eddie Dunbar, qui sont tous là dans ce gros groupe. Mais ça ne collabore pas très bien. Allez, c'est Mats Pedersen qui prend la tête de ce groupe. Il est là probablement pour travailler pour Giulio Ciccone. Ou même il s'en va tout seul, avec un coureur de la Groupama FDJ finalement qui le suit. Mais le peloton qui n'est pas loin. Des coureurs qui tentent encore d'en sortir. Avec Egan Bernal qui n'était plus dans le groupe de tête, qui vient de sortir avec un coureur de la Picnic Post-NL. Situation qui n'est pour l'instant pas du tout décidée. Des coureurs qui attaquent. Un groupe devant qui collabore pas très bien et qui là aussi s'attaque. Et puis un peloton toujours mené par la Team Emirates qui tente de gérer tout ça. On a finalement un groupe imposant de 35 coureurs qui a pris 1 minute d'avance pour l'instant sur le peloton. On y retrouve des très bons coureurs. Le mieux classé, c'est Santiago Buitrago, le coureur de la Bahrain Victorious, 15e du classement général, mais bon, à plus de 34 minutes. On a des coureurs comme Egan Bernal, Bruno Armirail, Giulio Ciccone, Eddie Dunbar. On a Raul Martin Lopez, Rudy Mollard, Mikel Landa aussi présent, Julien Bernard, Lorenzo Fortunato et Fausto Masmada, Louis Vervaeke, qui va essayer de prendre des points au classement de la montagne pour rattraper Jevine. C'est lui qui peut peut-être rattraper l'Australien. Il est le 3e de ce classement. On a Bob Jungels, Ian Hurt, Carlos Canal, Carlos Verona, Stefan Kung, Sean Quinn, Jack Egg, Jesus Serrada, Brandon Rivera, Sergio Tchoumil, le guatémaltèque de la Burgos qui est aussi là, Alois Saolar, Jordan Labrosse, David Delacruz, Kellan O'Brien, Christian Van Der Lee, Mario Aparicio, Louis Roland, Hub Hartz, Alessandro Vere, Nicolas Zukowski, Edouard Plancart, Mats Pedersen et Joël Nicolao. 35, 37 même désormais. On annonce coureur à l'avant. On n'a peut-être pas encore la liste complètement définitive, mais en tout cas un gros groupe. Alors qu'on vient de passer cette difficulté du Puerto de la Paradilla et c'est Joël Nicolao qui est passé en tête devant Carlos Verona et Eddie Dunbar. Louis Vervaeke n'est pas allé prendre 2 points. Nicolao, s'il est bien classé dans ce classement de la montagne, il pourrait peut-être être compliqué de rattraper Jevine, mais peut-être terminer 2e de ce classement, ce serait déjà quelque chose. Ça rapporte des points au UCI aussi, d'être bien classé dans un classement annexe. Désormais, on est dans la descente. On va avoir ensuite une phase de vallée d'environ 20 km avant la 3e difficulté déjà du jour, l'Alto de León. Et c'est 7 km à 7,3%. Ils ont beau être nombreux devant et avec des coureurs de qualité, ça risque d'être compliqué pour l'échapper d'aller au bout aujourd'hui. Parce que le peloton ne leur laisse rien. 1 minute et 30 secondes d'avance seulement. C'est toujours la Team Emirates avec Ivo Oliveira et Mikel Bjerg qui roulent. On a vu même Nico Denz de la Red Bull ou Bora Hansgrohe passer aussi des relais parce que ils sont un petit peu le même objectif, la Red Bull et la Team Emirates, c'est faire la course la plus difficile possible pour tenter de mettre en difficulté Jonas Vingegaard pour Emirates ou Thomas Pidcock pour la Red Bull. Et du coup, voilà, les échappés qui ne peuvent pas prendre beaucoup d'avance. À noter aussi qu'il n'y a aucun coureur cette fois-ci de la Team Emirates à l'avant. Tout le monde est cette fois-ci fixé vers le même objectif, à savoir soutenir Joao Almeida et tenter de faire la course la plus dure possible. Pour l'instant, ce sont Ivo Oliveira et Mikel Bjerg, même si on a attaqué le col de 2e catégorie de l'Alto de León. C'est pas encore suffisamment dur pour que Juan Ayuso et Jevine se mettent en action. On va probablement attendre la prochaine difficulté et le col de 1re catégorie. Et dans les échappées, ça commence même déjà à lâcher. Mats Pedersen, ça y est distancé. Et dans le peloton aussi, on a vu des sprinteurs commencer à être lâchés comme Jasper Philipsen ou Mats Mikkels. Le rythme est terrible. On est encore loin de l'arrivée, évidemment, 108 km de l'arrivée. Et c'est une étape qui arrive après 19 jours de course, qui est très dure et qui va faire évidemment extrêmement mal. Parce qu'on a 2 équipes, et notamment la Team Emirates, qui a décidé de faire en sorte qu'elle soit la plus dure possible. Joël Nicolao, le coureur de la Caroal, qui est le seul coureur intéressé finalement pour prendre des points là au sommet de l'Alto de León et qui va passer en tête. Il va prendre 5 points juste devant Carlos Verona et Giulio Ciccone, la Lidl Trek qui est celle qui travaille le plus, et notamment Carlos Verona. Mats Pedersen a déjà beaucoup travaillé, a été distancé. Là, c'est au tour de Verona qui a fait quasiment l'ascension tout seul en tête dans ce groupe d'échappés où ils ne sont plus que 31. Petit à petit, on a perdu des coureurs. On a perdu Sean Quinn, on a perdu Brandon Rivera par exemple. Et l'écart qui est toujours minime, seulement 1 minute 20 sur le peloton.
Le message est évidemment très clair du côté de la team Emirates, mais bon, on se résigne pas malgré tout dans l'échappée, mais c'est vrai que ça paraît quasiment impossible, parce qu'ils ne peuvent même pas se reposer. Parfois, quand l'échappée, quand l'écart est un petit peu stabilisé, on peut diminuer de rythme, récupérer des forces. Là, ils n'en ont pas l'occasion, ils doivent continuer ce rythme un petit peu infernal, parce que derrière, la team Emirates ne se relève pas non plus. Et désormais, ça va être une partie un petit peu de transition, une vallée, 50 km quasiment de vallée. Ça aurait été le moment où justement on aurait pu reprendre des forces aussi bien dans le peloton que dans l'échappée, mais ça ne sera pas le cas. Là, on va continuer ce rythme terrible et même sur ces parties plates, donc ça va faire mal. Et ensuite, il faudra commencer l'ascension du col de première catégorie, le Puerto de Navacerrada. Et c'est 7 km à 7,6% de moyenne. Et au sommet de celui-ci, ça sera intéressant, il y aura 6, 4 et 2 secondes à prendre. Et il est fort possible que c'est aussi un objectif pour la team Emirates d'aller chercher ses bonifs et donc de reprendre l'échappée avant le sommet de cette difficulté. 56 km de l'arrivée et c'est parti pour ce Puerto de Navacerrada. 7 km d'ascension à 7,6% de moyenne, des passages à plus de 11%. Et les échappés qui n'ont pas réussi à creuser dans ces passages de vallée, l'écart qui est toujours minime, 1 minute et 28 secondes exactement d'avance au moment d'attaquer cette ascension, ça paraît très compliqué. Et pas mal de coureurs dans l'échappée qui immédiatement, dès le pied de la difficulté, sont lâchés. Coureurs comme David de la Cruz, comme Edward Plancart, comme Bob Jungels, tous ceux qui ont un petit peu travaillé pour leur leader dans cette échappée, qui sont distancés. Et dans le peloton, c'est toujours la team Emirates. Michael Bjerg qui fait un travail énorme. À mon avis, Michael Bjerg, il n'y en a plus pour longtemps. Je pense qu'on ne devrait pas tarder de voir Großschartner, Ayuso et Wein venir se mettre en tête du peloton. Parce que si on veut revenir sur l'échappée dans cette ascension pour aller chercher les bonifs, les petites secondes bonifs au sommet, il faut s'y mettre maintenant. Mais on voit aussi toujours la Red Bull Bora Hansgrohe venir prêter main forte également à la team Emirates. Mais d'ailleurs, voilà, en deuxième position de ce peloton, c'est Juan Ayuso, qui va donc bientôt se mettre à travailler et il est fort probable que le rythme s'accélère encore un peu plus. Plus que 12 coureurs en tête dans l'échappée qui travaillent bien, qui ne perdent pas de temps. Ils ont toujours 1 minute 20 d'avance sur le peloton. Ils ont perdu beaucoup de coureurs, mais pas de temps. Ces 12 coureurs, ce sont Egan Bernal, Bruno Armirail, Giulio Ciccone, Eddie Dunbar, Harold Martin Lopez, Mikel Landa, Julien Bernard, Clément Brassafonso, Antonio Tiberi, Jan Hurt, Christian Vanderly et Mario Aparicio. Voilà les 12 résistants qui tentent de tenir la dragée haute au peloton qui est de plus en plus réduit. Évidemment, c'est Juan Ayuso désormais qui est en tête de celui-ci et qui fait le train. Le peloton qui explose évidemment littéralement. Les coureurs qui sont distancés par grappe et il ne devrait plus rester grand monde au sommet de ces difficultés. Il nous reste encore 3 km avant d'atteindre le sommet. Le sommet de cette difficulté et du coup le peloton qui n'aura pas réussi à revenir sur l'échappée et les bonifications seront pour les hommes de devant. Alors ils n'en ont que faire des bonifications et je crois pas plus non plus les points de la montagne. Si, il y a Mario Aparicio, le coureur de la Burgos, qui fait un petit effort pour passer en tête, c'est simplement pour l'honneur, prendre la petite prime aussi qui va avec. Ah non, il n'a pas pu, c'est Christian Vanderly qui est passé en tête en fait. Il a tenté Aparicio, mais j'avais pas vu Christian Vanderly qui était parti juste avant lui. C'est donc l'Américain de l'IF qui est passé en tête de ce col. Et il passe ces 12 hommes avec 1 minute tout pile d'avance sur le peloton où ce qu'il en reste. Encore une vingtaine de coureurs seulement dans la roue de Juan Ayuso qui a fait l'ascension maximale. On voit comme d'habitude les derniers là, Junior Le Cerf, Harold Terrada, Albel Balderstone qui ferment ce groupe. Et désormais c'est la descente, 10 km à peu près, 15-20 km de vallée. Et puis l'ascension finale désormais. Il reste encore 46 km à parcourir avant l'arrivée. C'est beau ce que font les échappés qui n'abdiquent pas, malgré le faible espoir d'aller au bout. On a un groupe de 5 là, qui s'est un petit peu échappé dans la descente avec Egan Bernal, avec Bruno Armirail, avec Giulio Ciccone, Mikel Landa et Christian Vanderly. 5 beaux coureurs qui ont pris de l'avance sur les 7 autres que sont Eddie Dunbar, Martin Lopez, Julien Bernard, Clément Brassafonso, Jan Hurt, Tiberi et Aparicio, qui eux ont un petit peu abdiqué, à mon avis, vont plus tarder à être repris par le peloton. Peloton toujours pointé à 1 minute de la tête de la course. On est désormais dans la partie plate et on va bientôt commencer à progressivement monter jusqu'au pied de la dernière difficulté du jour et l'ascension jusqu'à Bola del Mundo. Attention là, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a un blocage de la route. Il y a un blocage de la route là par des manifestations. Et alors là, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas exactement à quel niveau de la course c'est.
En tout cas, à l'avant de la course, ça continue de rouler. On a Mikel Landa qui a fait une petite attaque, qui est désormais seul en tête, avec Bernal, Ciccone et Vanderlei qui le poursuivent. Bruno Armirail a été distancé, il n'est plus là, je ne sais pas où il est. Et attention, le peloton qui arrive à cet endroit bloqué. Ouais, ils arrivent à passer par le côté de la route. Oh là là, mais il y a des grands malades qui essayent vraiment de bloquer les coureurs. Mais c'est n'importe quoi ce que font les manifestants là. C'est n'importe quoi. Ils se sont jetés sur les coureurs du peloton. Et ceux qui étaient à la fin là, ils ont dû freiner. C'était vraiment dangereux. C'est passé pour la plupart. Je crois que c'est un coureur de la Team Emirates qui a été bloqué en tout dernier, qui n'a pas pu passer. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Déjà qu'ils ont dû passer par le côté, là, en prenant... c'était au niveau d'une intersection, donc ils sont passés un petit peu sur la voie de gauche. Et du coup, les manifestants, ils se sont relevés, ils se sont jetés sur les coureurs pour empêcher le passage. Mais les coureurs sont passés tellement vite qu'il ne restait plus que les 2-3 derniers qui ont dû freiner et qui, je pense, ont pu repartir. Mais il n'y avait pas beaucoup de sécurité, là, pas beaucoup de policiers. Du coup, c'est parti en couille. Et oh là là, ouais, alors là, le peloton est passé, les coureurs de tête sont passés, mais alors derrière ça passera pas parce que les voitures, elles, ne peuvent pas passer. Les voitures, elles ne peuvent pas passer, les vélos sont passés, mais pour les voitures, là, c'est embouteillage total. Les manifestants qui empêchent tout le monde de passer. Donc là, si des coureurs arrivent, d'ailleurs, il y a un groupe de coureurs de retardés, donc c'est pas très important, on va dire, pour la course ou le classement général. Mais je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir passer. C'est chaud. Allez, il y a un passage quand même qui se fait là pour laisser passer les voitures. Et les coureurs qui du coup s'engouffrent dans ce passage, mais c'est vraiment dangereux. Mais c'est bon, on va dire que c'est repassé, la route qui s'est ouverte un petit peu. Et ça aurait pu être beaucoup plus grave. La course aurait pu être tout simplement annulée totale, hein, mais on s'en est sorti. Mais là vraiment, c'est le genre de manifestation qui n'aide pas vraiment la cause. Allez, 15 km de l'arrivée, Mikel Landa seul en tête avec une quinzaine de secondes d'avance sur le trio de Ciccone, Bernal, Vanderlei. Le peloton, lui, qui a été un petit peu ralenti par ces manifestants et pointé à 1 minute 20. Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story. Once upon a mundane morning, Barb's day got busy without warning. A realtor in need of an open house sign. No, 50 of them, and designed before 9. My head hurts. Any mighty tools to help with this plight? Aha! Barb made her move. She opened Canva and got in the groove. Bulk creating Canva sheets. Create 50 signs fit for suburban streets. Done in a click, all complete. Sweet! Now, imagine what your dreams can become when you put imagination to work at canva.com. Et c'est parti pour cette dernière ascension de cette Vuelta. Et Gilio Ciccone qui est revenu sur Mikel Landa, là, qui met une accélération et qui prend seul la tête au moment d'aborder les premiers pourcentages. Mikel Landa, lui, a été rejoint par Egan Bernal. On a 3 beaux coureurs quand même en tête là. Ciccone, Landa et Bernal. Christian Vanderlei est un petit peu plus loin. Le peloton est toujours pointé à 1 minute 18. Allez, Ayuso qui s'est relevé. Et c'est au tour de Félix Großschartner de prendre le train. Il a Jevine dans sa roue et Almeida en 3e position. Voilà, plus que 2 équipiers pour Joao Almeida. Autrement dit, il ne va pas tarder lui non plus à mettre son accélération. Il reste encore 3 équipiers pour Jonas Vingegaard. Et puis il reste encore tous les habituels membres du top 10. Alors qu'on est désormais à 10 km 600 de l'arrivée. Et attention dans le peloton, ça commence à lâcher pour Giulio Pellizzari. Ah là là, ça c'est important pour la 5e place. Et aussi dans la lutte pour le maillot de meilleur jeune, parce que Riccitello, lui, il est toujours dans le groupe du maillot riche, mais ouais, il est en train de lâcher Pellizzari. Il est accompagné par Félix Gall qui lâche aussi. Et donc là, Riccitello, il pourrait bel et bien aller chercher la 5e place peut-être, hein, au moment où ils sont en train de reprendre. Egan Bernal, pour qui l'aventure à l'avant aujourd'hui se finit, il aura tenté, mais c'était quasiment impossible. Il reste encore Mikel Landa et Gilio Ciccone devant, qui se sont rejoints, qui sont ensemble.
mais qui n'ont plus que 30 secondes d'avance sur le groupe du maillot rouge, mené désormais par Jevine, avec Almeida dans sa roue, avec Sepkus, avec Vingegaard. Mais par contre, Jorgensen, je crois, aussi été distancé. Il reste encore Recitello, il reste Pidcock, il reste Hindley. Mais il n'y a plus Pellizzari et Félix Gall qui sont légèrement distancés. Il va falloir qu'ils s'accrochent les deux s'ils veulent défendre leur place. Et surtout, Pellizzari pour défendre son maillot de meilleur jeune. Ça va bientôt être fini pour Mikel Landa et Giulio Ciccone qui font une superbe performance. Mais désormais, le groupe du maillot rouge est vraiment sur leur talon avec Jevine qui fait un énorme travail pour Joao Almeida. Et ils vont le reprendre juste à 3 km de l'arrivée au moment où commence la partie la plus dure de cette ascension. Et c'est vraiment une route assez particulière. C'est une route toute étroite. C'est même pas du goudron. C'est une route en ciment. Ouais, avec un peu de... Ouais, c'est granuleux. C'est une route très étrange. Mais pour l'instant, Jevine, ça y est, qui se relève. Et c'est parti pour Joao Almeida avec Vingegaard dans sa roue. Jay Hindley en 3e position. Pidcock qui est encore là. Recitello, Sepkus et Junior Le Cerf qui s'accroche. Juste derrière, ça a lâché pour Thorsten Trein qui était encore là. Là, la route est très étroite. Il y a beaucoup de monde en plus sur le bord de la route. Donc c'est impossible tout simplement de doubler un autre coureur. Mais Landa et Ciccone ont bel et bien été repris. Et attention, Recitello qui est en train de perdre mètre par mètre. Il essaie de revenir dans la roue de Sepkus. Mais là, a priori, on n'a plus que 5 coureurs. Avec Almeida, Vingegaard, Hindley, Pidcock et Sepkus qui est encore là. Mais c'est une route au revêtement vraiment particulier là. Hein. C'est caillouteux, ça accroche. Junior Le Cerf qui fait une bonne étape aujourd'hui, qui est un des derniers à avoir lâché. Et Recitello qui s'accroche, qui est en train de revenir petit à petit. Recitello, il a beaucoup à gagner aujourd'hui. Il peut aller chercher à la fois la 5e place du classement général et le maillot de meilleur jeune. Donc il a toute raison de s'accrocher. Pellizzari qui a lâché il y a déjà plus de 2 km. Pourrait perdre gros, alors il allait chercher sa victoire d'étape malheureusement. Il va peut-être perdre son maillot distinctif. Désormais, c'est le duel entre Almeida, Vingegaard, puis entre Hindley et Pidcock qui sont aussi là. Mais je pense qu'on va voir comme l'Angliru, hein. Almeida qui fait le rythme le plus soutenu possible, sans se soucier des autres, en espérant lâcher comme ça Jonas Vingegaard. Ça paraît quasiment impossible de lâcher Vingegaard comme ça, parce que pour l'instant, même Hindley et même Pidcock parvient à suivre avec aussi Sepkus qui est là au cas où il y a un problème technique, on va dire, pour Jonas Vingegaard. Et attention à Jay Hindley qui est déchaîné, qui prend la tête de ce groupe. Il trouve que le rythme d'Almeida n'est pas assez suffisant. Et il va encore plus vite. Et Hindley, c'est Vingegaard le premier dans sa roue. Almeida qui s'accroche avec difficulté. Ça lâche pour Thomas Pidcock. Attention, Thomas Pidcock. Il avait 39 secondes d'avance sur Jay Hindley. On est à 2 km de l'arrivée. Il faut qu'il s'accroche s'il ne veut pas les perdre. Et il s'accroche, Pidcock, magnifiquement. Il revient dans la roue de Sepkus qui lui aussi est toujours là. Mais c'est vraiment à l'arraché pour Pidcock. Jay Hindley qui semble vraiment très fort. Et tout seul en 6e position, pas très loin derrière, on a toujours Mathieu Recitello qui s'accroche. Et attention, Almeida qui est en train de perdre mètre par mètre. J'ai l'impression, ouais. Almeida qui a perdu la roue. Almeida qui a perdu la roue de Jonas Vingegaard. On a le duo Hindley-Vingegaard qui a pris quelques mètres d'avance. Vingegaard qui donne un coup d'œil derrière, qui voit qu'Almeida a perdu la roue, mais qui ne contre pas pour l'instant Jay Hindley. Il reste dans la roue de l'Australien. Tout le monde qui grimace. Et l'écart qui est maintenu, là, il y a 3 mètres entre Vingegaard et Almeida. Et l'écart qui reste de 3 mètres, ils sont vraiment au même niveau, tous ces coureurs. C'est compliqué. Vingegaard qui attend, il est patient. Il veut prendre aucun risque. Il voit qu'Almeida est à la limite, mais il ne peut pas prendre le risque de se mettre dans le rouge lui-même. Là, c'est vraiment de la survie. Avec Recitello, il est pas loin. Il est même pas 10 secondes derrière. Je pense qu'il va aller prendre le maillot de meilleur jeune parce que Pellizzari est lui pointé à plus de 40 secondes. Et il reste encore 1 km 600. Et ça y est, il le fait finalement, ce mouvement. Jonas Vingegaard, il était dans la roue de Jay Hindley depuis un moment, mais il a senti qu'il était quand même plus fort que les autres. Il met une petite accélération, 1 km 200 de l'arrivée. Jay Hindley qui ne peut pas suivre, Almeida non plus, Sepkus qui reste en défense, et Thomas Pidcock qui s'accroche de manière magnifique. Elle est belle cette ascension, vraiment. Une très belle foule le long de la route, et tout le monde qui se livre à 100%. Mais ça y est, Jonas Vingegaard qui a fait l'écart. Il reste encore 1 km et c'est long 1 km dans ces pourcentages à près de 15% de moyenne et surtout sur une route comme ça aussi granuleuse qui n'est pas du tout roulante. C'est du ciment avec des petits trous. Vingegaard qui se retourne, il voit qu'il a fait l'écart, il pourrait aller chercher la victoire avec le maillot rouge. Tuer définitivement tout suspense. Pour l'instant c'est Hindley qui mène la poursuite avec Sepkus dans sa roue qui est toujours là en protection. Almeida, il est vraiment en difficulté, il s'accroche dans la roue de Sepkus et Pidcock qui est toujours là. Pidcock ça sent bon pour la 3e place pour le podium parce que Jay Hindley n'a pas réussi à le distancer. La Red Bull qui va peut-être être la grande perdante du jour
avec pas de victoire d'étape, avec pas de podium finalement pour Hindley, et le maillot blanc de Pellizzari qui pourrait revenir sur les épaules de Riccitello. Et pourtant, la Red Bull a fait vraiment une très belle Vuelta avec ce duo Hindley-Pellizzari. Mais pour l'instant, Vingegaard s'est envolé et désormais, il file vers la victoire probablement, même si c'est encore dur, même si ça continue de grimper, même si l'écart n'est pas grand. Il n'y a personne qui va avoir les jambes pour aller le rattraper. Il va aller chercher une 3e victoire d'étape lui aussi sur cette Vuelta comme Philipsen hier. Alors, c'est pas du tout le même genre de victoire évidemment, mais ça va en faire 3 et surtout ça va faire le maillot rouge pour lui. Et ça va être officiellement pour la première fois de sa carrière une victoire sur la Vuelta. Le spécialiste des courses par étapes, le spécialiste des grands tours, Jonas Vingegaard, c'est normal qu'il remporte une course comme la Vuelta. Il va probablement ensuite aller se mesurer au Giro pour rentrer dans le cercle des vainqueurs des 3 grands tours. Parce que la personne ne va le revoir. Il a été patient, il était défensif tout du long. Il a porté son attaque finalement à 1,2 km. Il aurait même pu attendre un peu plus parce que c'est long 1 km dans ses pourcentages. Mais il a parfaitement joué. Et derrière, Mathieu Riccitello, il est en train de revenir sur le groupe Pidcock, Almeida, Hindley-Kuss. Très belle performance de l'Américain. On n'a pas d'écart avec Pellizzari ou avec Félix Gall, mais il pourrait bien aller chercher la 5e place et le maillot de meilleur jeune. Le dernier kilomètre se fait sans spectateurs parce qu'on est au centre d'un parc naturel et donc pour protéger l'environnement, il n'y a plus personne. Et du coup, ça donne une image aussi assez belle de voir Vingegaard tout seul sur cette petite route qui sinue à travers des broussailles. Un paysage assez étrange, là aussi assez désertique, sans le moindre arbre à l'horizon. Et un petit peu comme la victoire de Giulio Pellizzari, il n'y a quasiment pas de barrière, ça y est, seulement là, dans les 150 derniers mètres, quelques petites barrières. Et l'arrivée qui va se faire au sommet de cette montagne et la victoire claire, nette, indisputée, indiscutable de la part de Jonas Vingegaard. Même lui, il est en souffrance, il grimace, il souffre dans ces 100 derniers mètres qui se font toujours en ascension. Mais ça va être fait pour le Danois. Il n'a pas réussi à battre Pogačar sur le Tour de France. Il bat Almeida. Il finit vraiment à l'arracher. Il a du mal à avancer sur les derniers mètres après avoir passé la ligne. Il faut qu'on vienne le pousser. Il a eu du mal à mettre même un point en l'air. On va voir pour la deuxième place. Et c'est Sepp Kuss, évidemment. Sepp Kuss qui vient faire 2e devant Jay Hindley. Thomas Pidcock juste derrière. Il passe la ligne, mais ils sont tous au bout. Joe Almeida seulement 5e. Riccitello juste derrière 6e. Il n'y en a aucun qui peut avancer une fois la ligne passée à cause des pourcentages, à cause du revêtement. Et il y a tout le monde, les quelques coureurs de l'organisation qui sont là, qui se ruent pour aller les pousser. Parce que sinon, ils sont obligés de mettre pied à terre. Tout simplement, une fois la ligne passée, c'est trop dur. Jevine qui arrive en 7e position malgré tout son travail. Il n'aura pas permis à Almeida de s'imposer. Par contre, il n'y avait que 15 points à prendre au sommet de cette difficulté. Et il en avait 20 d'avance sur Jonas Vingegaard. Ce qui veut dire que Jevine va remporter le maillot de meilleur grimpeur de cette Vuelta. Giulio Ciccone, qui ne s'est pas affalé après avoir été repris. Il est allé jusqu'au bout et vient prendre une 8e place. C'est beau ce qu'a fait Giulio Ciccone. Tous les coureurs qui arrivent un par un, épuisés autour de Junior Le Cerf pour la 9e place. Et Giulio Pellizzari qui n'est toujours pas arrivé et c'est fait désormais au vu du temps. Il va perdre son maillot de meilleur jeune aux dépens de Mathieu Riccitello. L'arrivée de Matteo Jorgensen à son tour. Thorsten Trein juste derrière lui qui devrait sauver sa place dans le top 10. On a passé les 2 minutes depuis l'arrivée de Vingegaard. Les arrivées de Félix Gall désormais qui va perdre peut-être une place aujourd'hui, on va voir ça. En tout cas, il n'ira pas chercher la 5e, ça c'est sûr. Mikel Landa qui arrive à son tour. Quelle est dure cette ascension. C'est vraiment hallucinant. À chaque coureur, à chaque fois qu'il passe la ligne, il finit à l'arrêt. À l'arrêt tout simplement. Et des assistants qui doivent venir les pousser. C'est au tour d'Abel Balderstone là d'arriver. Celui qui terminera meilleur espagnol de cette Vuelta. Et ils se garent tous après avoir passé la ligne. C'est très dur, ils sont à bout. 20 jours de course. Une dernière étape fait un rythme intense. Une dernière ascension extrêmement dure. Et au sommet de celle-ci, un seul vainqueur, un leader incontesté, Jonas Vingegaard. 5e victoire d'étape pour Jonas Vingegaard sur la Vuelta. Après 2 victoires en 2023, il remporte 3 en 2025. Soit une de plus que sur le Tour de France, puisqu'il ne compte que 4 victoires d'étape sur le Tour de France. Il en compte désormais donc 5 sur la Vuelta et aujourd'hui, elle ne souffre d'aucune contestation. Il était au-dessus, il avait retrouvé un petit peu la forme et il s'impose finalement avec 11 secondes d'avance sur son équipier Sepp Kuss, qui n'aura pas été très utile au final à Jonas Vingegaard puisqu'il était toujours derrière, mais il s'est économisé au cas où et finalement, il a ensuite pu jaillir sur la fin pour prendre la 2e place. L'ancien vainqueur de cette Vuelta en 2023, 3e du jour, Jay Hindley à 13 secondes.
Tom Pidcock, 4e à 18 secondes. Almeida, 5e à 22 secondes. Riccitello, au terme d'une superbe étape, 6e à 24 secondes. Jevine, 7e. Ciccone, 8e. Junior Le Surf, 9e. Et puis c'est Finlay Pickering, le Britannique de la Bahrain Victorious, qui complète le top 10. Juste devant Matteo Jorgensen, Torsten Train, Félix Gall qui termine 13e à 2 minutes 16. Et puis Giulio Pellizzari finalement 16e à 2 minutes 50. Il aura pas explosé mais presque. Aujourd'hui Giulio Pellizzari. Sinon, pas d'abandon aujourd'hui malgré la difficulté de l'étape. Et un dernier, c'est le Français Brian Coquard, le coureur de la Cofidis qui termine à 37 minutes et 44 secondes du vainqueur Jonas Vingegaard, mais qui finit. Il aura une petite chance demain encore à Madrid et son équipier Stanislav Aniolkowski qui lui a fini avant-dernier de se montrer et de sauver la Vuelta de la Cofidis qui est encore une fois très très discrète. Classement général qui ne devrait pas bouger demain à Madrid, c'est Jonas Vingegaard donc leader avec 1 minute et 16 secondes d'avance au final sur Joao Almeida. Tom Pidcock a joliment défendu sa 3e place, il a 30 secondes d'avance sur Jay Hindley 4e. Mathieu Riccitello vient prendre la 5e place à Giulio Pellizzari qui est 6e. Et puis Sepp Kuss gagne aussi une place pour 5 petites secondes. Il double Félix Gall qui est désormais 8e. Torsten Train, belle performance pour lui. Il va faire le premier top 10 de sa carrière sur un grand tour. En 9e position, Matteo Jorgensen termine 10e. A noter les 13 et 14e places des deux coureurs de la Cara Rural, Abel Balderstone et Raume Guardenio, qui sont les deux premiers Espagnols au classement général. Premier français, lui, est seulement 19e, c'est Bruno Armirail. Tous les autres classements sont aussi définitivement faits. Le maillot de meilleur sprinter pour Mats Pedersen, celui de meilleur grimpeur pour Jevine et celui de meilleur jeune donc pour Mathieu Riccitello qui finalement termine avec 1 minute 28 d'avance sur Giulio Pellizzari. Il a joliment renversé la situation, ce que n'a pas su faire Hindley face à Pidcock ou Almeida face à Vingegaard. Demain, la dernière étape, le sprint à Madrid, étape courte, étape toute plate, étape qui sacrera un sprinter. Jasper Philipsen sera encore une fois l'énormissime favori pour aller chercher une 4e victoire d'étape. On va voir si un des sprinters et une des nombreuses équipes qui n'ont pas encore gagné sur cette Vuelta vont réussir à sauver l'honneur lors de cette 21e et dernière étape de la Vuelta. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.